c'est que on est en train, du fait d'une révolution scientifique auquel on fait face, de mesurer les deux éléments majeurs qui sont les facteurs qui nous empêchent d'intégrer la science telle qu'elle est maintenant, qui sont d'une part l'ignorance et d'autre part l'aveuglement. C'est-à-dire qu'on est en train, on commence à peine à mesurer la taille de notre ignorance et on est toujours aussi incapable de voir ce que nous aurions dû voir parce que ces choses sont susceptibles d'être affectées mais que nous ne sommes pas capables de les voir. Et ça veut dire qu'on est au début d'une aube de la révolution scientifique et conceptuelle dont on a des difficultés à s'imaginer, mais sur lesquelles je vais essayer de vous donner des pistes. Si on regarde pour les maladies infectieuses, qui est ce dont on s'occupe ici dans l'IHU, je vais vous montrer un certain nombre de points qui montrent qu'il ne faut pas, on n'est pas au bout de nos problèmes. Premièrement, les trois plus grands tueurs, tuberculose, sida et paludisme, ont bénéficié de financements qui sont des milliards de dollars pour, en particulier, faire des vaccins. Il n'y a pas vaste. Ça ne veut pas dire que tous les mois, il ne sort pas un truc, ni dans Lancet, ni dans New England, ni dans Nature, qui dit qu'il y a un vaccin, ça y est. C'est pas vrai. Ça ne marche jamais. C'est jamais des vaccins préventifs. Et une des raisons, probablement une raison extrêmement fondamentale, c'est qu'on ne sait pas comment immuniser les humains contre des maladies qui ne sont pas immunisantes. C'est des maladies chroniques non immunisantes. Dans notre équipe, à Dakar, on peut montrer, Jean-François Trapp a montré ça, on peut avoir 100 fois une primo-infection par le paludisme dans sa vie, en 20 ans. Quand quelque chose est aussi peu immunisant, comment on fait pour rendre immun? On ne sait pas faire. En pratique, ce que la nature ne sait pas faire dans l'immunisation, on ne sait pas bien faire. Il nous manque un concept, on a un trou de savoir. Et on peut y foutre tous les milliards, tous les ans la presse peut dire on a trouvé le vaccin contre le sida. Et bien c'est pas vrai. Et c'est pas vrai parce qu'on a un trou de concept. Deuxièmement, les infections respiratoires. Ça, c'est le premier tueur du monde. Eh bien, on ne sait pas, on arrive à identifier peut-être entre 30 et 40% des causes de mort ou d'infection, de pathologie par infection respiratoire. Pourquoi? On ne sait pas les pathogènes et on est passé, vous allez voir, c'est étrange d'ailleurs, on est passé d'un moment où on n'avait pas assez de pathogènes, ou à un moment maintenant on ne sait plus quoi foutre de tous ces pathogènes, on ne sait pas qui fait quoi. Ce qui est une espèce de bouleversement conceptuel qui va poser problème. C'est la même chose pour les infections digestives. Infections digestives, on est passé à on ne savait pas. Alors on est passé maintenant avec les technologies de diagnostic multiplexé, là on a 2, 3, 4 pathogènes, mais qui fait quoi là-dedans? On est dans un bouleversement conceptuel. Ensuite, les infections prévenues par les vaccinations. Ça c'est très fascinant, on a tous, alors voilà, on va trouver l'étiologie, la cause d'une maladie, on va mouliner, quand on a de la chance on peut faire un vaccin, ça c'est pas pour les grosses maladies importantes, mais pour les autres. Et quand on fait un vaccin, les gens n'en veulent pas. Donc c'est quand même un problème. C'est-à-dire, tout cet investissement majeur qu'on a fait, à la fin, si on n'arrive pas à dire aux gens, les gens n'arrivent pas à croire que ça a quelque chose, des vaccins, c'est pas la peine de continuer à dire, écoutez, vous savez, c'est très important, on va faire un vaccin pour ci, un vaccin pour ça. Même pour des maladies fréquentes, les gens ne veulent pas, les vaccins. Donc on a quand même un problème conceptuel qui est de penser que la population est encore demandeuse de quelque chose dont on a les plus grandes difficultés à la convaincre que c'est important pour sa santé, quand même. Les infections nosocomiales, c'est un échec absolu dans la gestion, total. Nous, on estime que simplement les bactériémies, les septicémies, on trouve des microbes dans le sang des gens, et on a des travaux très préliminaires là-dessus, que je vous montrerai, mais quand on compare ça aux gens qui ont commencé à regarder, c'est entre la 6e et la 10e cause de mortalité. On ne le voit même pas, vous allez voir, personne ne les regarde. On ne sait pas pourquoi. Et donc, au centre, au cœur même du dispositif médical, on a créé une des causes de mortalité les plus élevées. C'est une interrogation quand même paradoxale, et c'est là où on devrait être les plus attentifs. Les infections émergentes,
on est sidéré par la naïveté que nous avions de croire que les pathogènes humains étaient humains. Alors ça c'est vraiment une des choses qui explosent pendant le XXIe siècle. Et en réalité, la plupart des pathogènes humains ne sont pas humains. Ça c'est vraiment de l'anthropocentrisme. Ils sont un peu partout, on verra où. Et nous, plusieurs travaux qu'on fait, mais ceux qui sont les plus éblouissants, bien sûr, ont été commencés par Delaporte à Montpellier. Nous avons mis la puce à l'oreille, donc on suit beaucoup ça. Enfin, quand même, l'origine de l'HIV, c'est le gorille. L'origine du paludisme, c'est le gorille. Et il continue à être là. Donc quand vous parlez d'éradiquer le paludisme, sauf si vous tuez tous les grands singes, vous n'éradiquerez pas le paludisme. D'ailleurs, peut-être qu'on arrivera à tuer tous les grands singes. C'est possible. Mais en tout cas, l'idée qu'il y avait des réservoirs, qu'il y avait un certain nombre de maladies étaient considérées comme étant exclusivement humaines, ça a été le cas pour un certain nombre de maladies virales, surtout. Pour le reste, c'est une grande désillusion, c'est pas vrai. Et puis enfin, le concept de cancer transmissible, qui est quand même une chose qui est extrêmement difficile à passer. Donc tout ça amène à repenser les choses comme ça. Nous sommes ignorants. Cette ignorance diminue. Je vais vous donner quelques exemples de diminution brutale de cette ignorance, mais la diminution de cette ignorance révèle l'arrogance avec laquelle nous croyons connaître le monde. Et c'est simplement le gap entre notre connaissance maintenant et notre connaissance il y a 10 ans qui montre combien il y a 10 ans on était prétentieux en croyant qu'on pouvait déduire. La deuxième chose, c'est l'aveuglement, sur lequel je vous parlerai. Celui qui a le mieux étudié ça, c'est Francis Bacon, et j'essaie de voir avec vous comment Francis Bacon, qui est l'inventeur du pragmatisme scientifique, qui dit quand même tout commence par l'observation. Et nous, on est dans des moments complexes parce que souvent on refuse l'observation au nom de la théorie qui prédit qu'on ne devrait pas observer ça. Ce qui est une des choses les plus compliquées. Donc il faut faire attention, il ne faut pas aimer les théories, il faut aimer les faits. Alors, quand ils contredisent les théories, il faut jeter les théories. Les théories sont futiles. Les faits restent... et l'association de cette ignorance et de cet aveuglement amène à des déductions et des prévisions non vérifiées dont je parle. Alors l'ignorance, il y a une accélération de la connaissance majeure qui est unique dans l'histoire. D'abord à cause des nouveaux outils. Au XIXe siècle, la microbiologie commence avec la culture acsénique et le microscope, et puis au XXe siècle, les cultures spécifiques, l'identification moléculaire, au XXIe siècle, la métagénomique, et le concept de ça, au XIXe siècle, c'est un concept ultra simple, mais qui reste le concept de base par lequel on a tous été marqués, qui est le postulat de Koch, c'est-à-dire, quand on est malade, on a d'une maladie donnée, on a le microbe. Quand on n'est pas malade, on n'a pas le microbe, et on prend le microbe, on l'isole, et on l'injecte soit à un humain, soit à un animal, et il a la même maladie, on peut isoler le même microbe. Ça c'est le concept de Koch. Avec ça, vous ne pouvez jamais expliquer les maladies chroniques, vous ne pouvez pas jamais expliquer les maladies multimicrobiennes, vous ne pouvez jamais expliquer les maladies pour lesquelles il y a une susceptibilité particulière, en particulier génétique. Donc tout ça, c'est bien pour confirmer que c'est le charbon ou la tuberculose, c'est Koch, c'est pas bien pour prédire que quelque chose est ou n'est pas un agent pathogène. D'accord? Donc, comme outil de confirmation, c'est très bien, mais comme outil de prédiction, ça ne marche pas. Donc là, les stratégies de recherche, d'ailleurs, si vous lisez ça dans Science, c'est magnifique. Hein. Moi, j'étais en train de parler par mon topo, mais je suis content, dans le numéro de Science, ils m'ont soulagé, mais on a eu du travail. Le délire de toute la grippe est venue du modèle expérimental du furet, à qui on a fait tout prédire, y compris la transmissibilité, la sévérité, et si tout est faux, c'est parce qu'on a déduit de quelque chose qu'on n'avait jamais observé à partir d'un modèle expérimental. Donc les modèles expérimentaux, ça confirme les choses, ça les affirme, mais prédire, ça ne peut pas prédire quelque chose qui n'existe pas encore, c'est pas vrai. Ça ne peut pas remplacer l'observation. Alors, les techniques ont beaucoup évolué entre la culture et les techniques moléculaires. La première vraie grande révolution pour la connaissance de la diversité microbienne, ça a été l'amplification de gènes universels chez les bactéries, les eucaryotes et les archées, le 16S, le 18S, qui permet, avec des amorces universelles encadrant des zones variables, d'identifier les choses. Et ça a donné
au niveau de l'identification bactérienne, des résultats considérables. Nous, on avait commencé très tôt avec Michel, à partir de 92, à avoir le premier séquenceur automatique dans un laboratoire de microbiologie au monde, et à faire de l'identification à ça, très systématique. Ça, c'est le deuxième travail qu'on a fait. Vous voyez, juste sur 4 ans, de 98 à 2001, dans un seul centre à la Timone, on avait identifié 47 nouveaux pathogènes humains, juste dans un centre, juste à un endroit, juste en 4 ans. Donc vous voyez, l'outil, d'un coup, montrait l'importance de la part ignorée des choses. Parce que, c'est bien entendu, il n'est pas que là qu'on allait trouver. Donc ça, c'est toutes les bestioles qu'on a identifiées ici. Mais à côté, il y a un travail qui a été publié, qui avait fait un point assez précis. En 1980, il y avait 1791 bactéries, espèces bactériennes reconnues. Si vous mettez ça en regard du fait qu'il y a 3 millions de cafards, d'espèces de cafards connues, et il y a vous vous rendez compte de la différence de nos capacités d'identification des bactériennes, c'est ridicule, parce que le phénotype, et les cafards, vous pouvez toujours compter la couleur, la longueur des antennes, donc vous pouvez déterminer des éléments phénotypiques qui vous permettent de qualifier l'espèce. Les bactéries, quand même, le phénotype des bactéries, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Elles sont gram plus, gram négatif, elles poussent avec l'oxygène, pas d'oxygène, elles consomment le glucose, tout ça, avec tout ça, pour en identifier 3 millions, il va falloir un peu de temps. Mais là, vous introduisez un outil, et simplement l'outil moléculaire va faire qu'on en était à 1780 en 91, en 80, et maintenant il s'en décrit plus de 500 par an. Et bien entendu, ça c'était 500, c'était l'année dernière, cette année il y en aura 700, la prochaine il y en aura 1000, et peut-être que dans 2 ans, il y en aura 2000, c'est-à-dire autant que tout ce qu'on savait jusqu'à 1980. D'accord? Donc la proportion de ce qu'on connaît maintenant comme espèce bactérienne identifiée, c'est plus de 90% a été découvert dans les 15 dernières années. D'accord? Donc ça vous chiffre déjà ce qu'est le gap, le trou de connaissance qu'on avait sur les bactéries. C'était une ignorance considérable. Et en réalité, bien entendu, c'est probablement beaucoup plus divers comme ça. Quand on a commencé, pareil sur le 16S, si vous prenez des prélèvements multimicrobiens, et là, au lieu d'identifier microbe par microbe, vous amplifiez tout, vous clonez et vous regardez, eh bien vous trouvez que là aussi la part de votre ignorance est sidérante. Ça c'est un premier travail qu'on avait fait avec Michel, où on avait pris 20 abcès cérébraux, PCR, séquences, on a identifié en un travail, sur 20 patients, on a doublé le nombre de microbes jamais décrits dans les abcès du cerveau depuis le début de la microbiologie, en un travail. Donc on vient de refaire un deuxième travail avec Pierre-Edouard, qui vient d'être publié, ou qui est en cours de publication, qui continue celui-là, et on a, dans ce deuxième travail, encore doublé, c'est-à-dire qu'on est à 4 fois plus que ce que l'on connaissait avant notre premier travail, en comparant notre travail avec tout ce qui avait été fait depuis le début de la microbiologie dans tous les laboratoires. D'accord? Donc, ça vous donne d'un coup une vision de ce qu'était la part de notre ignorance qui est si grande. C'est-à-dire qu'on croyait savoir. Quand même. Et dedans, il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'elles changent les stratégies thérapeutiques. Dans les stratégies thérapeutiques, il y a une partie, 15 à 20% des microbes qu'on trouve, qui ne sont pas atteints par tous les antibiotiques qu'on prescrivait jusque-là. Donc ça a des conséquences. Bien sûr, c'est de la curiosité, on est scientifique, mais ça a des conséquences. C'est pareil si on fait les os. Et c'est pareil, si on fait, alors on n'était pas content, on a été scoopé de quelques mois par Pace pendant qu'on était en train de faire le même travail. La biodiversité des microbes chez les gens, les gosses qui ont mucoviscidose, c'est absolument hallucinant. Il y a une flore là-dedans qui est absolument extrême et qui a été commencée par ça et de manière très intéressante. Pace avait pris un groupe de témoins et dans ces groupes de témoins, ils trouvaient une bestiole que nous, on avait décrite, parce qu'on l'a cultivée, qui est la bactérie de la maladie de Whipple. Et c'était le premier à trouver dans les poumons la bactérie de la maladie de Whipple, Trophæra hippii, dans un des contrôles. Alors j'ai demandé qui c'est ce contrôle, il me dit non, tout ce que je peux te dire, c'était anonymisé. Tout ce que je peux te dire, c'était un gosse qui avait une pneumonie. Je ne sais rien d'autre. Et donc c'était à peu près culture pure, en DNA. Donc c'était surprise, mais
on était penché sur Trophaena UPI, une bactérie du tube digestif qui donne une maladie spéciale, et là c'était une pnéumopathie. Bon, on a continué à faire ça, puis ce travail a continué, et puis a été, le travail pulmonaire a été poursuivi ici avec Bernard Lascola et avec Sabri, pour regarder dans les pneumopathies de réanimation, qu'est-ce qu'on trouvait. Alors la première chose qui nous a vraiment étonnés, c'est que personne n'avait pensé à regarder de manière systématique chez les témoins non infectés s'il y avait une flore résidente. C'était considéré comme étant dogme établi qu'il n'y avait pas de microbes dans les poumons des sujets sains. Mais comme on travaille avec les réanimateurs nous font le prélèvement, dès qu'ils intubent les malades, hop, ils font l'aspiration, les malades ne sont pas infectés. Ils arrivent, ils sont tombés dans le coma, c'est un accident, n'importe quoi, hop, on met un tube, on regarde, et donc c'est des contrôles, les vrais contrôles. Et là, les vrais contrôles, eh bien, de manière surprenante, vous voyez, c'est ce qu'il y a là-haut, là, les vrais contrôles, ici, hop, ils ont des microbes. Et parmi les microbes qu'ils ont des microbes qui étaient considérés comme étant les pathogènes majeurs des pneumonies, en commun avec les pneumonies. Donc quand dans une pneumonie vous trouviez ça, en réalité comme vous n'aviez pas de contrôle, vous interprétiez que c'était l'agent pathogène, mais il n'est pas plus fréquent là que là. Et ça c'est les agents pathogènes, les premiers agents pathogènes, considérés comme étant des causes de pneumonie. Et donc on était totalement ignorants puisqu'on ne savait pas ce qu'était la base. Donc on surinterprétait ça. Mais tout cela, on ne les connaissait pas du tout, puisqu'on n'avait pas les moyens techniques de les diagnostiquer. Et ceux-là, ils ont une valeur prédictive de pneumonie qui est quand même beaucoup plus importante. Vous voyez? Alors là, c'est les pneumopathies qui sont acquises à la réanimation. Vous voyez, tous ces microbes-là, on ne les trouve jamais dans les autres situations. Et ceux-là, probablement parce qu'ils sont uniques à ça, ils ont quand même une valeur prédictive de pneumopathie acquise qui est beaucoup plus importante que ceux-là qui étaient les seuls qu'on connaissait avant. Mais vous voyez que ça, c'est les pneumopathies d'aspiration, on en reparlera, parce que vraiment c'est intéressant. C'est les pneumopathies qu'on a en aspirant le contenu de ce qu'on avait dans la bouche. Ici, c'est les pneumopathies qu'on a attrapées dans la communauté, c'est-à-dire en dehors, les gens sont arrivés avec une pneumonie à l'hôpital. Et ça, c'est les pneumopathies nosocomiales attrapées à l'hôpital, mais pas par la ventilation. Et vous voyez que donc on a 4 groupes différents avec des choses qui se regroupent entre les uns et les autres. Tout ça a été totalement ignoré. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est intéressant, la représentation graphique va avec la complexification. Avant, c'était simple, on mettait un trait à côté de l'autre, c'est de plus en plus compliqué. Et la représentation, nous, ce qu'on trouve, bien entendu, c'est intéressant, mais c'est pas généralisable, c'est-à-dire que, bien entendu, les infections, c'est des modifications d'écosystèmes. Donc notre écosystème environnant étant différent de celui qu'il y a en Espagne et en Amérique, les microbes qu'on trouve dans nos infections ne sont pas les mêmes non plus. Et donc quand on fait l'étude du microbiote chez nous, et quand on le fait aux États-Unis, ou quand on le fait ici, c'est aux États-Unis, ou quand on le fait ici, vous voyez que la biodiversité n'est pas la même. Les microbes qu'on trouve ne sont pas les mêmes, parce que c'est des pathologies de l'environnement. Et donc c'est compliqué, parce que vous allez expliquer une chose, et que cette chose-là va être généralisée alors qu'elle représente un écosystème local. Ensuite, dans les techniques, le Malditov, c'était une technique, alors on a été les premiers à vraiment utiliser ça de manière très très systématique, et c'est extraordinaire parce qu'en quelques minutes, vous prenez un microbe, vous ne savez pas ce que c'est, vous l'identifiez, il est dans la banque de données, et vous n'avez plus besoin d'aucune connaissance. Vous n'avez plus besoin que d'avoir une colonie d'un microbe pour savoir ce que c'est. Alors qu'il y a des techniques, des tests, de la connaissance derrière, et ça, il y a donc une espèce de vulgarisation de la connaissance qui fait que même un tout petit laboratoire dans son coin peut identifier une bactérie qu'il verra une seule fois dans sa vie avec le même degré de certitude que le plus gros laboratoire du monde. Et ça remet complètement en cause la connaissance. Et ça a été, donc on a publié ça en août, français, on a dit c'est une révolution, en disant c'est une révolution, depuis, sur le même domaine, il est sorti plus de 200 publications. Donc, et ça, c'est pas mis à jour, c'est-à-dire qu'en 2 ans, il est sorti 200 publications sur le même domaine, sur l'application de ça. C'est en train de bouleverser la perception que les uns et les autres ont. Ensuite, nous, on est des cultivateurs. Il ne faut pas oublier, donc mon métier premier, c'est de cultiver les bactéries difficiles. Donc on n'oublie pas
paramètre, qui est un paramètre très important. Il faut quand même pas oublier que Helicobacter pylori, si on n'avait pas eu la culture, on n'aurait jamais pu démontrer que c'était à cause de l'ulcère gastro-duodénal et du cancer de l'estomac. Savoir qu'il y avait quelque chose dessus, ça avait été vu au microscope depuis le 19e siècle. Il fallait avoir la culture pour montrer que c'était l'agent de l'ulcère gastro-duodénal et du cancer de l'estomac. Nous, une des clés, c'était la maladie de Whipple, dont on a fait évoluer par la connaissance, vous voyez, la signification. La maladie de Whipple, la bactérie de la maladie de Whipple a été décrite pas par nous, par quelqu'un qui s'appelle Wilson, sur le 16S, dans un cas de maladie de Whipple. Il a fait le 16S, il a trouvé cette bactérie, ensuite il y a d'autres qui ont confirmé ce travail moléculaire, ils ont appelé ça Trophilema rubin. Et donc les gens ont dit ça c'est la bactérie de la maladie de Whipple. Et nous on a dit ça comme les autres, on avait tort, on aurait dû savoir tout de suite qu'on avait tort, parce que nous on a été les premiers à isoler la bactérie, et on a isolé ça pas dans le cas d'une maladie de Whipple, mais dans le cas d'une infection du cœur. Un collègue canadien m'avait envoyé dans une endocardite, une infection du cœur, essayer de nous trouver le germe, et on a cultivé cette bactérie, non pas dans un cas de maladie de Whipple, qui est une maladie bien définie, mais dans un cas d'endocardite. Depuis, on s'est rendu compte que... Donc, l'idée qui présidait, dans notre ignorance, c'était, c'est une bactérie rare qui donne une maladie rare, c'est la maladie de Whipple, c'est 1 par million d'habitants dans les pays développés, dans lesquels la maladie est recherchée. En réalité, on s'est rendu compte que cette bactérie était très banale. 3% d'entre nous portons cette bactérie maintenant, qu'elle causait des pneumonies. C'était une des premières causes de bactériémie en Afrique, qu'elle causait des pneumonies, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et en réalité, nous, on pense une bactérie extrêmement fréquente, ubiquitaire, et que la maladie de Whipple n'est pas du tout une maladie bactérienne. C'est une maladie génétique, qui est une maladie génétique de sensibilité à une bactérie particulière, qui est Trophilema rubin. C'est l'hôte qui fait la maladie de Whipple, la bactérie, la circonstance, qui fait que quand il rencontre Trophilema rubin, mais on le rencontre toujours un jour ou un autre, parce que 60% d'entre nous ont des anticorps contre la bactérie. Donc 60% d'entre nous ont rencontré cette bestiole-là, donc c'est pas la faute de la bête, c'est la faute de l'hôte. Alors pourquoi? Ça c'est ce qu'on est en train de chercher. Pneumonie, donc seulement 40% des agents sont connus. Nous, depuis des années, on a utilisé l'amibe comme moyen de repérer les bestioles. Pourquoi? C'est parce que l'amibe est un prédateur sauvage. C'est plus que ça. Non seulement ça boulotte tout ce qui est plus grand que 100 nanomètres. Donc quand on a mesuré ça, tout ce qui fait plus de 100 nanomètres, ça le mange. Et donc le microbe n'a pas besoin d'interférer, on ne demande pas son avis, elle mange. Elle le dissout, elle le bouffe. Certaines résistent au mécanisme, et celles qui résistent au mécanisme, quand elles rencontrent un macrophage humain, elles ne sont pas impressionnées. Une amibe, c'est un prédateur sauvage de la nature, c'est une vraie bête. Ça, c'est le macrophage humain à côté. Et donc, quand elle rencontre un macrophage pulmonaire, elle ne fait pas grand-chose, elle se multiplie dedans. Et ça, c'est la maladie légionnaire. Parce que, et c'était la première proof of concept, c'est Robotin qui a fait ça, c'est la bactérie de la maladie légionnaire, elle vit dans l'eau, mais elle résiste pas au laboratoire, à la chaleur et à l'eau de javel, mais vous n'arrivez jamais à décontaminer les robinets ou les tuyaux des hôpitaux de Legionella avec de la chaleur ou avec de l'eau de javel. Et pourquoi? C'est parce qu'elle se fout dans l'amibe s'enkyste, le kyste d'amibe de crâne, ni la chaleur, ni l'eau de javel, et quand c'est fini, l'amibe se désenkyste, la bactérie se remet à se multiplier, elle tue l'amibe et elle sort. Voilà. Et donc, les amibes sont un réservoir de gènes et elles sont génitrices de nouveaux pathogènes. On vient de démontrer ça, on est en train de travailler sur un papier extraordinaire du type qui a séquencé cette amibe-là, qui est un Allemand. En réalité, dans les amibes, ce qui se passe, les amibes sont une orgie de gènes dans lequel il y a des bactéries, des virus, nos virus géants, des champignons, et tout ça s'échange des gènes dans tous les sens et crée des répertoires qui sont de plus en plus complexes et qui ensuite vont tâtonner dans leur environnement pour voir qu'ils sont adaptés. Mais là, la séquence d'Acanthamoeba est extraordinaire. Il y a 80% de gènes qui sont d'origine eucaryote, dont seulement la moitié sont de son propre phylum d'eucaryote. Il y a de tout, dedans, intégrer des gènes de plantes, des gènes de tout ce que vous voulez. Et le reste, il y a des bactéries, il y a plus de 500 gènes de protéobactéries, 300 gènes de firmicutes, et puis les virus. Elle a 40 gènes de mimivirus, qui est très bien. Elle en a une trentaine de Marseille virus, qui est pas moins bien. On savait que c'est des virus qui vivaient dedans. Elle a une cinquantaine de gènes d'archée. D'accord? Donc, cet Acanthamoeba est un
chimère de tout ce qui a vécu à l'intérieur, qui organise elle-même de créer de nouveaux organismes en permanence, chimériques, en réunissant et en échangeant des gènes dans cette usine à nouveaux pathogènes. Parmi les choses qu'on a trouvées, Paraclamidia, qui était dans les amibes, et puis Mimivirus, je me rappelle, mais on a cru pendant longtemps que c'était une bactérie gram-positive, et c'est grâce au 16S RNA qu'on a découvert que c'était un virus, mais par échec. C'est-à-dire qu'on avait identifié toutes les bactéries par le 16S. Et celle-là nous a résisté pendant 2 ans et demi ou 3 ans. Et au bout de 2 ans et demi ou 3 ans, alors Bernard, on a une version un peu différente de la manière dont on est arrivé au microscope électronique. Et enfin, on est arrivé au microscope électronique, et ce qu'on a vu, ce n'était pas du tout une bactérie, mais c'était un virus. Très bizarrement, on avait eu, parce qu'il avait une forme icosaédrique, et qu'il n'y a pas de bactérie qui est cette forme-là jusqu'à présent. De manière très bizarre, toujours mon copain qui m'avait envoyé la balle pour faire une EPI au Canada, m'avait envoyé toute une série de pneumonies qu'on avait testées, et on a arrêté juste, on avait testé toutes les bactéries d'amibes qu'on avait. Et ceux qui donnaient le plus de réactions, c'était des virus dont on pensait encore que c'était une bactérie, qu'on appelait Bacterococcus. Et on a arrêté ça, juste au moment où on s'est rendu compte que c'était un virus, on a dit on va faire une autre histoire, c'est une histoire en soi. Mais c'était celui qui donnait le plus de réactions, ce qui fait qu'on s'est toujours posé la question de savoir si c'était un pathogène ou pas, puis finalement on a fini par trouver que ça a été. Mais tout ça pour dire, on continue à faire de la culture, on continue à croire que c'est la culture, et attention, notre ignorance n'est pas moindre parce que nous avons des outils nouveaux. Les outils nouveaux nous amènent à voir des choses, mais ils nous amènent à être bêtes en ignorant qu'il y a d'autres choses. Ces flux s'accompagnent toujours d'un peu de simplification. Et donc, comme je suis un peu irrité de toutes ces études métagénomiques auxquelles participe mon ami Bernard Henrissard, et que je trouve que c'est probablement pas vrai, fondamentalement, j'ai voulu faire le proof of concept que c'était pas vrai. Et le grand truisme actuel de la biologie moléculaire, je ne suis pas suspect chez beaucoup de biologie moléculaire, c'est de dire, écoutez, 80% des bactéries du tube digestif sont non cultivables ou non cultivées et détectables seulement par la biologie moléculaire. Eh bien, moi, j'ai voulu démontrer le contraire, c'est-à-dire que 80% des bactéries cultivables ne sont pas détectées par la biologie moléculaire. Et pour ça, on a multiplié à l'envie, on n'a pas fini, et c'est très amusant parce que ça donne lieu à beaucoup de différentes stratégies. On a montré que effectivement, vous voyez ici, c'est les bactéries que nous avons cultivées dans 3 selles, seulement on a pris 3 selles, 2 selles africaines et une selle ici d'Européens obèses, parce que c'est celles qui vont les travailler. Ici, on a regardé avec une profondeur absolument considérable, une des plus grandes profondeurs qui a été décrite dans la littérature, le 16S et le séquençage, et vous voyez que, eh bien, il n'y a que 51 bactéries détectées par la culture qui sont détectées par la biologie moléculaire. Donc, s'il est vrai que la plupart des bactéries non cultivées, il y a des bactéries non cultivées détectées par péroséquencing, 416 espèces différentes, et vous voyez que les cultivées représentent, celles qui ont déjà été cultivées une fois, représentent plus que les non cultivées, et celles qui n'ont jamais été cultivées ni rapportées dans les selles représentent une part absolument considérable. Donc, ce sont des techniques qui sont complémentaires et qui n'évacuent pas nécessairement l'ensemble du problème. Vous allez me dire, mais on s'en fiche parce que c'est vrai, on sait, parmi les biais, il y a plusieurs biais à la métagénomique. Il y en a un qui est le biais d'extraction. Autrement, il y a le biais d'amplification quand on fait de l'amplification et pas du séquençage total. Troisièmement, il y a le biais de profondeur. Vous voyez, par exemple, ici, si on prend un staphylocoque doré, on a fait la chose, on mélange ça à une selle. Si on fait de la culture, on en détecte 10 puissance 2. Si on fait de la PCR très sensible, on en détecte 100 fois moins. Donc il y a un biais de profondeur. Ce qu'on détecte avec les techniques actuelles, demain on ira un peu plus loin, mais vous vous rendez compte, pour gagner un logarithme, ce qu'il faut comme séquence. C'est monstrueux à chaque fois. Pour l'instant, on en est à détecter, si vous voulez, si vous partez de 10 puissance 12, vous arrivez jusqu'à 10 puissance 6. Il faut savoir que ces pathogènes, là, donc, hein, certains tuent les humains, hein, ne sont pas détectables par ces techniques-là, parce qu'il n'y en a pas assez. Typhoïde, à la 10 puissance 3. Là, vous avez un seuil de 10 puissance 6, vous ne le trouvez jamais. Donc, il ne faut pas croire, ce que vous détectez ici, c'est les populations majoritaires, et donc, mes grandes idoles philosophico-littéraires, il faut croire Philippe Dick quand il dit qu'il faut écouter les populations minoritaires. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous avez raison. Donc,
c'est pas parce qu'il y a plus de microbes que ces microbes qu'on voit plus là ont une utilité quelconque. D'ailleurs, honnêtement, tous ces microbes que vous voyez là, tout ça là, si vous prenez pendant 4 jours du flagelle, il n'y en a plus et vous ne vous rendez pas compte de la différence. Donc, pas fantasmer non plus sur le métabolome, le dernier organe, le machin tout, parce que tout ce qui est cultivé, là, c'est des anaérobies. Prenez un peu de flagelle, ce que font énormément de gens, les personnes se rendent compte de la différence. Donc il faut faire attention à la population majoritaire. On ne sait pas à quoi elle sert. Les nouveaux outils, c'est la métagénomique, bien entendu. Là, on prend tout, on séquence tout et on regarde. L'information majeure, c'est que ça mesure quand même une part, et c'est que de l'ADN. Ce sera bien pire quand on fera l'ARN. Ça mesure une part de notre ignorance assez spectaculaire. Et donc, les eucaryotes, c'est ce qui est. Les gènes qu'on peut rattacher aux eucaryotes, c'est ce qui est en bleu foncé. Là-dedans, il y a peut-être un 10 millième de ces eucaryotes qui sont visibles. Donc, la partie visible, c'est infime. La partie visible au microscope, c'est les eucaryotes, les bactéries et les archées. Vous voyez, c'est ça. Alors ça, c'est les virus reconnus, et ça, c'est l'inconnu. Dans cet inconnu, il y a probablement des virus, il y a probablement des gènes orphelins, bactéries, eucaryotes, non trucs, et puis il y a peut-être autre chose. L'idée qu'on sait, tout ce qu'il y a dans l'ADN, c'est quand même un grand fantasme, et qu'on sait où se loge tout l'ADN, c'est un grand fantasme. On sait ce que l'on a appris jusqu'à maintenant, le reste, on ne sait pas. Et puis, bien entendu, quand on a regardé par métagénomique, ça c'est le travail de Gordon, un travail très intéressant, c'est que incontestablement, en fonction du phénotype, sans que je veuille m'attarder sur ce sujet, en fonction du phénotype, on peut avoir des microbiotes différents. Donc nous sommes des écosystèmes, on commence à découvrir nos écosystèmes, et ça, ce travail, c'est un travail sur les obèses et les maigres. Là, vous avez les obèses, là, vous avez les maigres, et là, si vous changez le régime des obèses, vous changez le microbiote, on ne sait pas ce que est devenu et là, vous avez le changement de phénotype, vous voyez, vous changez le microbiote change, parce que c'est la cause ou la conséquence, c'est compliqué, c'est un débat très long, que je ne veux pas aborder maintenant, mais simplement, voilà, la découverte, l'ignorance de notre microbiote, bon, est-ce qu'un jour, je me pose la question, est-ce qu'on va faire un test de l'obésité sans voir les gens en faisant le ratio bactériodétresse, firmicutesse, savoir, on peut les fliquer pour savoir s'ils font le régime, vous voyez. S'il ne modifie pas ce qu'il ne fait pas son régime, donc on peut le fliquer. Ouais. Alors, après les autres outils, à partir de ça, vous pouvez faire la métagénomique virale et trouver des nouveaux virus dedans. Là, ce travail, ça paraît de Forest, mais enfin, vous avez vu Forest, ceux qui ont vu, Forest est génial, donc il fait des choses extraordinairement étranges, et donc celui-là, c'est le travail le plus ému, c'est quand il a commencé à regarder dans les virus du tube digestif humain, qu'il a trouvé que les 10 virus les plus fréquents, c'était des virus de plantes, que donc nous étions les vecteurs naturels des virus de plantes, c'est quand même une chose extraordinaire. On savait ça en Provence, parce qu'on utilise le cabinet pour faire pousser les fraises et les tomates, hein, donc c'est un cycle qu'on connaissait, ça fait peu de temps qu'on utilise plus d'excréments pour faire de l'engrais, et du coup, le plus fréquent de tous, c'est le virus du piment. Alors, là, moi j'ai pris une bouteille de Tabasco pour regarder, c'est incroyable, 10 puissance de Tabasco, vous regardez ça au microscope électronique, c'est effrayant, il n'y a que 10 puissance 9 virus par millilitre de Tabasco, et ça pousse, ça c'est Colson qui avait ça avec les gens de l'INRA et Fanny Valuc, on peut faire pousser ça, c'est vivant, hein, ça nous traverse vivant. Donc on a essayé de regarder si ça faisait quelque chose, on a trouvé, en faisant une étude un peu, mais il faudra que d'autres confirment ça, que les gens qui avaient plus de ce virus avaient plus souvent de la fièvre, des douleurs digestives, mais ça c'est peut-être le piment qui les irrite un peu, et du prurite. Donc, est-ce qu'il y a l'idée qu'il y a une barrière d'espèces qui est infranchissable entre les virus de plantes et le reste est une idée fausse, c'est une idée extrêmement prégnante, hein, parce que c'est des mondes séparés, différents, et donc les gens me disent non, ça n'affecte pas, mais il y a plein de données expérimentales sur la drosophile, nous on a des données préliminaires sur les cellules humaines, ça rentre là-dedans, dire qu'il y a une frontière étanche, c'est une fantaisie, c'est pas vrai. Alors le problème des virus, et ça embête beaucoup Forest, qui a dit ici, c'est le problème des virus géants. C'est que, quand même, tout étant basé sur le fait que les virus sont petits, la métagénomique virale a été basée sur la filtration. Donc, y compris le premier virome publié par Forest et par Gordon, est fait après filtration. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent que nous, on raconte des couillonnades, puisque nous, on dit qu'il y a des virus qui ne sont pas filtrés. Il le sait très bien, Forest. Il a dit, c'est vraiment, ici, vous m'embêtez beaucoup avec vos virus géants, parce que ça veut dire qu'on néglige complètement une partie des virus, puisqu'on commence par filtrer. Et que donc, si on fait ça, et donc là aussi,
les travaux, en particulier les travaux que fait Christelle ici dans le laboratoire, tendent à regarder avec ces outils modernes qu'est-ce qui se passe chez les humains. En particulier, il faut commencer par les contrôles. Parce que sinon, on va se trouver comme pour les pneumonies, à dire que les gens qui sont malades ils ont ce virus, alors qu'il y en a plus ou moins chez les contrôles. Et alors là, bien entendu, c'est le début de l'enfer, parce que les virus qu'on trouve dans les prélèvements non infectés sont terrifiants, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans le liquide céphalo-rachidien, que ce soit dans le sang. C'est quelque chose de tout à fait terrifiant. Mais globalement, si vous vous rappelez l'image, vous voyez, des bactéries, il y a quelques, que je vous ai montré tout à l'heure, le nombre, la progression. Ici, vous avez les séquences virales, l'augmentation des séquences virales, et ça continue sur ce mode exponentiel. Voilà là où on était en 96, voilà la 2009, et ça continue comme ça. C'est-à-dire que notre connaissance du monde viral explose d'une manière qui est impressionnante, et c'est pas fini. Alors, ça je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais sur les nouveaux réservoirs de pathogènes, là aussi on a une ignorance, on se croyait entre nous à se transmettre beaucoup de nos germes. On sait qu'il y a des germes de l'environnement, des germes opportunistes qu'on attrape à l'hôpital, mais il y en a qu'on avait l'impression qu'ils étaient à nous quand même. Eh bien, on voit là l'épidémie de Staph aureus qui a vraiment sévi en Hollande. Maintenant, on sait que c'est les porcs. D'accord, c'est les élevages de porcs qui ont sélectionné, on ne sait pas comment, parce qu'ils ne prenaient pas d'antibiotiques, des staphylocoques aureus résistants aux antibiotiques, qui sont à la source de l'épidémie en Europe du Nord. C'est les porcs qui font l'hépatite E. Ça, on sait, et ça, c'est ici qu'on a trouvé ça, avec le colson, en particulier les figatelli sont bourrés. Le figatellum, ça veut dire foie. Le figatelli, c'est du foie, hein, donc c'est du foie qui n'est pas cuit, c'est du foie qui est fumé. Donc si vous ne le faites pas cuire, arrêtez, vous mangez du foie de porc cru. Et comme il y a 60% des porcs qui ont le virus de l'hépatite E, vous attrapez ça. Voilà. Donc ça, c'est un grand truc. Moi, personnellement, si j'étais en charge du ministère de la Santé, ça fait longtemps que j'aurais interdit le figatelli artisanaux. Parce que c'est vraiment la prévalence de l'infection par l'hépatite E est incroyablement élevée. Incroyablement. Enfin, ils ont peur de se faire lyncher par les corps dans le combat. Les poux, nous on a trouvé qu'un des vecteurs de poux c'était Acinetobacter baumannii. Là, un des facteurs d'Acinetobacter baumannii, c'est les poux. Et on trouve ça dans les endroits les plus incroyables. Il y en a partout dans le monde. Alors qu'on croyait que c'était un agent spécifique d'infection nosocomiale. Et on trouve même au fin fond de l'Afrique des Acinetobacter baumannii qui sont, c'est une grande étrangeté, porteurs des résistances aux derniers antibiotiques trouvés, alors qu'ils vivent dans un village où il n'y a même pas d'électricité. Vous voyez, le lien de cause à effet entre le gène de résistance, l'antibiotique et le germe, c'est un peu complexe, un peu moins simple que ce qu'on disait. Ouais. Les chauves-souris, grande source de virus en particulier, les grands singes, sida, paludisme, hépatite B, probablement beaucoup plus. On est en train de faire un travail sur les bactéries, c'est incroyable, hein, beaucoup de bactéries, moi je crois qu'elles étaient spécifiquement humaines, en réalité on les trouve chez les singes, et puis les macaques qui manifestement jouent un rôle dans le réassortiment, c'est un papier très récent, des staphylocoques. Et puis, comment ça se déplace, comment on voit apparaître ces choses nouvelles? Eh bien, il y a un phénomène général, ça c'est un très beau papier, qui montre, bien qu'il n'y ait pas les microbes, mais pour les microbes c'est pareil, il y a il y a un changement considérable, vous voyez, de la population de ce que l'on voit en Europe, et il y a plein d'espèces nouvelles qui arrivent, qui sont des plantes, des vertébrés, des poissons, des invertébrés, et ça c'est le truc. Alors voilà, par exemple, ça c'est l'effet de la mondialisation, bien sûr, de l'accélération des échanges, et ça c'est tout ce qui a été importé en Europe qui n'existait pas encore récemment. Vous voyez, on voit souvent des merles avec jaunes. Vous voyez. Et pour les microbes c'est pareil. Et comment se fait ce flux? Il se fait des régions tropicales humides vers les régions froides et désertes. La biodiversité ça n'a qu'un sens. C'est là, la biodiversité c'est là où il fait chaud et humide. Pour ça, peut-être que c'est, moi je ne sais pas si c'est mauvais, le réchauffement de la planète, peut-être qu'on va cultiver la Sibérie, que ça va nourrir, au contraire, 13 milliards de personnes, on ne sait pas. Je sais rien, peut-être que la Sibérie viendra le nouveau grenier du monde. Donc, en tout cas, la biodiversité, c'est quand il fait chaud et humide. Et vous voyez bien, il n'y a personne qui doute de ça quand vous allez vous balader en zone intertropicale et qu'ensuite vous allez au pôle Nord, ou dans le nord du Canada, vous voyez bien où est la biodiversité. C'est général, la biodiversité. Sauf que la biodiversité est-ce qu'elle va en grandissant ou est-ce qu'elle va en diminuant? Moi, je pense, pas que moi, tout le monde pense ça, qu'elle va, ben, on a des outils, puis un travail qui a été fait par Christelle, qui avait été fait par Forest, c'est que globalement, là où il y a des hommes, il y a moins de diversité. Ça c'est vrai. C'est vrai pour, vous voyez, pour les animaux, c'est vrai pour les plantes, et c'est vrai pour les virus. C'est-à-dire que
biodiversité des virus est une dérivée de la présence ou de l'absence des hommes. Forrest avait montré ça sur les îles. Les îles désertes ont une biodiversité virale qui est beaucoup plus importante que les îles qui sont habitées. Donc les hommes ont un effet restrictif sur la biodiversité, et donc ce n'est pas les hommes qui accélèrent la biodiversité, ils ont plutôt tendance à la ralentir. Et puis bien entendu, la grande variabilité, c'est les virus ARN, simplement parce qu'ils ont tellement de mutations, une telle capacité évolutive qui constitue bien entendu tous les malheurs récents dont on parle, vous voyez, les infections respiratoires avec la grippe, les corona, les paraphéroïdes, les arbovirus, avec dengue, West Nile, chikungunya, qui sont les causes de fièvre les plus fréquentes avec malaria et les chez les gens qui vont dans l'Amérique du Sud, et puis les nouveaux agents avec les bactéries qui constituent des nouveaux répertoires qui permettent d'être résistants. Encore une fois, il ne faut pas être naïf, la résistance n'est pas induite par les antibiotiques, parfois elle est sélectionnée. La manière dont elle est sélectionnée est moins simple que c'est pas sujet vers le compliment. C'est un peu plus compliqué, mais elle n'est pas créée, bien entendu. Et là, c'est un très beau travail de Nature 2011 qui montrait la découverte de gènes de résistance, vous voyez, chez le mammouth, bien avant qu'on commence à inventer les antibiotiques. Donc, ce n'est pas les antibiotiques qui ont inventé la résistance, hein, c'est la résistance existait, et puis il y a des bactéries qui ont emprunté une résistance qui était faite pour d'autres choses, pour d'autres situations, pour les utiliser. Alors, l'aveuglement. L'aveuglement, ça c'est ignorance, on ne peut pas nous reprocher d'être ignorant, c'est notre nature d'ailleurs. Aucun de nous ne ferait de la recherche si on n'avait pas conscience de l'ignorance générale de la population. Donc si on ne savait pas qu'on était ignorant, ça serait idiot de faire de la recherche. Mais il y a aussi le fait qu'on est aveugle, et qu'on a un... Ça c'est Francis Bacon qui écrivait ça, et qui disait, voilà, la base c'est l'observation, mais il faut être conscient que notre observation, bien sûr, n'est pas neutre, et qu'il y a une quantité de choses qui nous empêchent de voir les choses. Alors, la première, c'est l'isolatribus. Celle-là, c'est celle qui sont communes au genre humain, qui fait que, comme homme, il y a des choses dont je parlerai, qu'on ne peut pas voir, qu'on n'arrive pas à accepter, parce que notre nature est faite comme celle-là. Il y a les idoles de la caverne. Alors, celles, c'est celles qui sont propres à nous. On ne voit pas le monde, on n'explique pas le monde. Moi, je dis souvent ça, vous voyez, pour les théories darwiniennes. La théorie darwinienne ne pouvait naître que parmi les gens qui avaient comme corpus de croyance la Bible. Si vous n'aviez pas la Bible, vous ne pouvez pas être darwinien. Si vous croyez à la réincarnation, vous ne pouvez pas être darwinien. Si vous êtes bouddhiste, vous ne pouvez pas être darwinien. Si vous êtes hindou, vous ne pouvez pas être darwinien. C'est une vision post-biblique. Et d'ailleurs, l'arbre de la vie, c'est un mot qui a été inventé dans la Bible. Après, ce qui en fait Darwin, ce petit changement qu'il a par rapport à la vision strictement biblique, l'a fait maudire par les autres lecteurs de la Bible, protestants surtout. Mais globalement, c'est une vision culturellement dépendante, notre vision du monde est culturelle, et ensuite, on voit bien toutes nos mathématiques, notre analyse est basée sur la constitution d'arbres. On représente les organismes sur des arbres, on fait des modèles mathématiques sur des arbres, et ce qui est un biais de vision qui est totalement déraisonnable. C'est, voilà, on est dans, c'est notre manière d'être, notre histoire, et puis nos défauts, les ophtalmologistes disent ça, c'est vrai, aucun de nous ne voit les couleurs de la même manière. C'est notre spécificité. Il y a des tests pour ça, hein. Aucun de nous ne voit les couleurs de la même manière. Donc, quand on dit on est d'accord, c'est rouge ou c'est bleu, on ne sait pas, on ne parle pas la même chose. Ensuite, les idoles de la place publique. Alors ça, c'est une chose qui est très intéressante, moi je me suis beaucoup battu là-dessus, c'est la dénomination. C'est comment on appelle les choses sur la place du marché. Et si vous n'appelez pas les choses comme sur la place du marché, alors vous avez des querelles sémantiques colossales. Moi je veux bien, pour la virologie, c'est une querelle sémantique d'une violence extrême, parce que je n'appelle pas les choses comme sur la place du marché. Et ça, c'est l'idole de la place du marché. Vous devez qualifier les choses par un langage qui préexiste à ce que vous avez vu. Et donc, parce que le langage, le mot existe avant que vous l'ayez vu, ça vous empêche de voir quelque chose qui n'entre pas dans quelque chose qui est déjà défini. Ça, c'est une vraie complexité intellectuelle. Ensuite, les idoles de la scène, c'est le théâtre. C'est dans le théâtre dans lequel on joue, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. On a des règles, on a des tabous, des choses qui nous sont interdites. Alors, je vais vous donner des exemples de ça. Les idoles de la tribu, la dichotomie et les seuils. Alors ça, c'est vraiment... Et donc, je vous donne un exemple marseillais quand même. Pythéas,
Pithéas, c'est le premier grand marin dont on connaisse l'histoire. Il était ici 300 ans avant Jésus-Christ, pris un bateau, il est sorti de la Méditerranée, il a remonté les côtes atlantiques, il est revenu en décrivant le monde est incroyable. J'ai vu des montagnes de glace et un endroit où le soleil ne se couchait jamais. Il est revenu, il était là, c'est pas le monde biblique, c'est le monde, il y avait quand même un dieu du soleil et un dieu de la nuit quand même. Hein, donc, le dieu de la nuit, qu'est-ce qui est devenu? C'est le dieu du soleil n'a plus de pouvoir, qu'est-ce que c'est que ces fantaisies? Et on connaît cette histoire simplement par les critiques qui ont été faites par tous les grands géographes, Strabon, Ptolémée, pendant 1000 ans. Et c'est seulement aux alentours du XIIe ou XIIIe siècle qu'on a redécouvert que Strabon et Ptolémée racontaient les bêtises. Bien entendu, c'était vrai. Il y avait le camp d'Orwell, lui, l'iceberg, le soleil de minuit. Mais vous voyez, l'alternance du jour et de la nuit était tellement imposée que globalement, les dieux, tout le monde s'en mêlait pour dire que c'était impossible. Le monde était le monde tel qu'on le voyait sur le 45e, du 40e ou 45e par là. Et donc Pithéas de Marseille est quand même, c'est peut-être pour ça que les Marseillais ont la réputation d'être menteurs, vous voyez, c'est qu'ils racontaient des trucs que personne ne croyait. Alors, aveuglement. Les vaccins c'est très intéressant. Vous voyez, je pose souvent une question, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre les vaccins? Qui est pour les vaccins? Vous êtes idiot. C'est pas une question. C'est complètement idiot. C'est un truc dichotomique. Enfin, je vais répondre à un truc comme ça. Il y a des vaccins qui sont idiots, qui ne marchent pas, dont on n'a pas besoin. Il y en a qui seraient utiles. Donc pour chaque vaccin, la question se pose, est-ce que c'est utile de faire ça ou est-ce que c'est pas utile de faire ça? On ne peut pas être pour ou contre les vaccins. Moi, il y a des vaccins contre lesquels je suis depuis que je suis tout petit. La France était le dernier pays à continuer à faire le vaccin contre la variole pendant 10 ans après tous les autres pays, parce que l'Académie de médecine voulait garder le vaccin contre la variole. La vaccination, honnêtement, le BCG, c'est une fantaisie dans ce pays. Ça fait 25 ans que ça aurait dû être arrêté. Donc, vous pouvez pas, moi, je ne peux pas dire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est vaccin personnel de soins. Là, ce qui est obligatoire, donc, ça c'est pas d'aveuglement, c'est simplement du conservatisme, c'est que des vaccins qui servent à rien. Sauf le vaccin pour l'hépatite B. Alors, des TPO, des diphtéries, il n'y en a pas. Vous saurez, tétanos, c'est le problème de chacun d'entre nous. C'est pas plus le personnel de soins qu'autre chose. La polio, il n'y en a pas non plus. C'est bien si vous voyagez. La Mecque, c'est bien de faire le Nigeria, c'est bien de faire la polio. Mais sinon, le BCG, ça ne sert à rien. La typhoïde, enfin, franchement, moi, dans mon laboratoire, les techniciens sont obligés de se vacciner contre la typhoïde. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas isolé une fois une bactérie de la typhoïde. C'est pas plus dangereux que les autres. Donc ça est idiot. Mais en réalité, les risques auxquels on est exposé maintenant, il y a 10 ans maintenant, c'est la grippe. Il n'y a pas d'obligation du tout, là. Hein. La rougeole, on a une épidémie de rougeole, c'est une contagiosité extrême. Hein. Ça représente un danger pour les malades considérable. Je ne sais pas du tout. La France a été le pays qui a eu le plus de cas de rougeole en 2017-2011 au monde. Tous les pays développés, pas d'obligation. La varicelle non plus. Alors que c'est une maladie très contagieuse que vous pouvez transmettre à l'hôpital. Donc la question, elle ne se situe pas au niveau de pour ou contre le vaccin, elle se situe dans une situation donnée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, une autre dichotomie, qui est une dichotomie, je me dispute beaucoup contre cette dichotomie, qui est vraiment stupide, c'est les maladies transmissibles versus les maladies non transmissibles. Alors, les maladies transmissibles, ce que c'est? Les maladies non transmissibles, c'était toutes celles qu'on considérait comme n'étant pas transmissibles il y a 20 ans de ça. Mais même si c'est dû à un virus ou une bactérie, c'est toujours non transmissible. Alors vous avez, c'est extraordinaire, vous lisez ça dans Science, dans Nature, dans Lancet. Dans Lancet, vous avez un truc sur toute la santé au Japon. Alors il marque les maladies non transmissibles, hépatite B, hépatite C, c'est incroyable, mais exactement, on sait bien, le cancer du foie, c'est pratiquement que des cancers hépatiques. Les autres ne sont que des cofacteurs. D'accord. Cancer de l'estomac, c'est l'hélicobacter. Cancer du col de l'utérus, c'est HPV. Les lymphomes, c'est EBV à 25%. La gorge, c'est HPV-16, c'est très intéressant. Aussi, c'était de l'ignorance, ça est de l'aveuglement. Vous voyez, HPV-16 et la gorge. Mais quand les cancers de l'utérus, franchement, vous pouvez penser que c'était du MST assez tôt. Ça s'y prêtait. Et puis, il y avait eu un travail qui a été fait par un Italien, je ne me souviens plus, au début du 19e siècle, qui, malgré les mauvaises langues et ceux qui lisent des caméras de Caucase, qui avait montré que les nonnes, dans les couvents, avaient moins de cancer du col de l'utérus que les femmes des villages environnants. Et il est dit, c'est probablement parce qu'elles n'ont pas de rapport sexuel. Donc ça avait été envisagé très tôt comme une maladie sexuellement transmissible. Puis ça a été long parce que c'était une complexité extraordinaire, parce que c'est plein de virus et que tous sont pas sexuels. Et finalement, bon, très bien, le cancer du col de l'utérus est relié à ça, l'assassinat de place aussi.
l'applicabilité de ce vaccin dans les conditions telles qu'on les aurait imaginées il y a quelques décennies, n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et puis, il y avait des anatomopathologistes, les gens qui regardent les cellules, qui trouvaient que les cancers de la gorge ressemblaient physiquement au cancer du col de l'utérus. Et donc, quand les outils sont arrivés, c'est devenu simple de regarder les outils moléculaires pour regarder si les cancers de la gorge étaient dus au même virus. La réponse, c'est oui, c'est essentiellement dû à HPV-16. Alors, la proportion des cancers de la gorge est de 50 à 60% des cancers de la gorge seraient dus à HPV-16. Et donc, la question qui vient après, c'est, attendez, mais est-ce que le cancer de la gorge, c'est une maladie sexuellement transmissible? La question, c'est oui. Mais, bien sûr, on n'a jamais regardé là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé dans les cancers de la gorge ce qui était HPV-16 plus ce qui était HPV-16 moins, le nombre de partenaires sexuels dans leur vie active, qui est très significativement plus élevé chez ceux qui... Après, je vous laisse deviner le mécanisme avec un peu d'imagination, vous allez y arriver. Donc, vous voyez, alors, les andouilles qui disent que ça, c'est pas des maladies transmissibles, c'est pas raisonnable, parce que l'hépatite B, c'est une maladie vénérienne en grande partie, HPV-16, c'est une maladie vénérienne en grande partie, EBV, vous savez qu'on attrape ça la plupart du temps par les baisers, c'est comme ça que ça se transmet le mieux. Donc de raconter que tout ça c'est des maladies non transmissibles, ça n'a pas de sens. En plus ça donne des ulcères, des cirrhoses, toutes ces maladies chroniques. Et donc c'est extrêmement difficile. Moi je vais essayer d'arrêter ça, je vais encore refaire un truc d'un journal d'épidémiologie en disant arrêtez de faire de la dichotomie. Pourquoi on fait de la dichotomie? On fait de la dichotomie parce qu'on est des êtres pseudo-symétriques. Et donc pour nous, c'est la droite et la gauche, on divise le monde en deux parties. Voilà. C'est notre nature. Ça, c'est de l'idola tribus. Nature, si on était des vers de terre, on ne diviserait pas le monde en deux. Voilà. C'est parce qu'on est symétrique. Voilà. La symétrie, ça amène à ça. Voilà. Les cancers, la faisabilité de la augmentation. Alors ça, c'est de l'aveuglement. C'est de l'aveuglement vraiment du théâtre. On ne peut pas s'empêcher d'essayer, dans notre monde à nous, de perfectionner les systèmes. C'est-à-dire que quand on a commencé à trouver que quelque chose, il faut un peu de temps pour accepter de dire que quelque chose est exact, et quand on a accepté de dire qu'il est exact, eh bien il y a une armée de gens qui transforment ce quelque chose qui était simple et exact en quelque chose qui est de plus en plus précis. Bien entendu, cette précision ne va pas avec l'hétérogénéité logique. C'est des raisons pour lesquelles vous avez ni la dichotomie, ni le seuil ne marche bien en biologie, ça marche en chimie, ça marche en physique, mais ça ne marche pas bien en biologie pour une raison, c'est que les populations sont hétérogènes. Donc vous ne pouvez pas dire, nous en médecine on fait toujours ça, on dit voilà, à partir de 40, vous avez seuil des transaminases à 40, vous avez plus une augmentation, et moins, pas d'augmentation. Enfin, en réalité, c'est idiot, il n'y a pas de différence entre 41 et 39. Il a fallu un moment fixer un seuil, mais ce n'est pas les cantars, il n'y a pas des vrais seuils. C'est un continuum dans une population hétérogène. Donc ça vous donne une information, mais on ne peut pas faire autrement que l'interpréter à l'aide du seuil. C'est notre nature. Voilà, on sait que c'est faux quand on réfléchit, mais même si on sait que c'est faux, on ne sait pas faire autrement que d'utiliser une notion de seuil. Alors, et là, bien entendu, il faut voir, c'est assez extraordinaire. J'adore ça, c'est pour expliquer comment on met un cathéter. Ça, c'est extraordinaire, on vous explique qu'il faut le nombre de minutes qu'il faut faire, la taille du diamètre, il faut mettre 6 cm de diamètre pour pas 7, 5 kV. Et il vous explique même, au ministère, il y a un truc où on vous explique comment on se passe de l'alcool sur les mains, donc les différentes étapes. Et donc, bien entendu, le taux d'utilisation d'informations de cette nature est proche de zéro. Personne ne regarde. Quand il voit ça, il dit... Donc, vous voyez, il ne faut jamais rendre les choses compliquées quand elles peuvent être simples. Et moi, j'ai toujours sur mon bureau, ceux qui connaissent mon bureau savent que j'ai toujours sur mon bureau un petit Shadok, parce que les Shadok ont appris une chose, c'est que les humains, moi compris, n'ont que 4 cases disponibles. Le reste, quand on a pris des habitudes, des rites, c'est très facile, parce qu'on n'a pas besoin de penser. Mais quand il arrive quelque chose de nouveau, en réalité, on a 4 cases. Et si vous n'en videz pas une, vous ne pouvez pas en prendre une de nouvelle. Nos capacités d'intégration de nouveautés sont modérées. Donc il faut vite les transformer en quelque chose d'autre, parce que sinon, on n'arrive pas à les intégrer. Et donc, régulièrement, moi je fais ça depuis des années, je dis aux gens, voilà, comme c'est nouveau, videz une case, Shadok, pour dire voilà, enlevez une case parce que c'est un truc nouveau, et si vous n'ouvrez pas une poche nouvelle, en réalité, il n'y a aucune chance que vous intégriez, vous allez rester sur les 4 poches que vous avez déjà, et vous allez essayer de l'intégrer dans un système qui n'est pas permissif. La saisonnalité, c'est une chose extraordinaire. La saisonnalité, là aussi, on est prisonnier, quand même, très initialement,
Quand on dit flou, quand on dit influenza, en réalité, on est prisonnier de l'idée que la grippe, c'est l'hiver. C'est-à-dire influenza du frédo. D'accord? Prisonnier, sortir de la prison de la définition de la grippe, c'était un truc infernal. Pendant des années, on ne savait pas s'il y avait la grippe dans les pays chauds. Pas une bonne idée, il n'y avait pas les outils, il n'y a personne à aller chercher. Et nous, dans mon laboratoire, il n'y a que 4 ou 5 ans qu'on a commencé à regarder la grippe en dehors de l'hiver. On ne regardait pas. Donc c'est très bien, c'est circulaire, comme on teste que pendant les 3 mois d'hiver, pour une grippe que pendant les 3 mois d'hiver, tout le monde était content, et comme personne ne regarde la chose. C'est pas vrai, c'est pas l'influence du froid, c'est pas vrai. Même si Osterhaus a dit ça, parce qu'il a dit ça de beaucoup de choses sur les furets, il a dit que sur les furets aussi, c'était le froid qui déterminait l'infection par les virus. Enfin, quand on est en Afrique, en réalité, c'est pendant la saison chaude qu'il y a plus de grippe. C'est pendant la saison des pluies qu'il y a plus de grippe, beaucoup plus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des grippes comme H1N1 qui ont été plus fréquentes pendant la saison chaude que pendant la saison froide? On n'en sait rien du tout. Donc en réalité, la saisonnalité, toutes les explications ne sont pas inintéressantes, mais maintenant on sait que c'est pas vrai. Et on ne sait même pas ce qui est saisonnier. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on a repéré qu'elles étaient saisonnières, et d'autres on ne sait pas. Et quand on regarde, on a des... Parce qu'on n'a pas de veille neutre. Et donc ça, c'est un programme qu'on a fait avec Colson pour surveiller de manière neutre est-ce qu'il y a des phénomènes saisonniers qu'on n'aurait pas vus. Et un des phénomènes saisonniers qui nous a... Alors voilà, une saisonnalité connue, c'est celle du virus respiratoire syncytial. Alors, une saisonnalité qui n'était pas connue, c'était celle de bactéries qui s'appelle Klebsiella pneumoniae, qui est connue depuis le 19e siècle. Jamais personne n'avait noté sa saisonnalité. Donc, parce que personne ne regardait, c'est l'aveuglement. Il n'y avait pas de raison que ce soit saisonnier. Donc on ne regardait pas. Et on a trouvé que c'était plus fréquent l'été. Et donc, une fois j'étais aux États-Unis, j'ai un copain qui m'a dit écoute, il n'y a pas un truc sur lequel on pourrait travailler ensemble. Et je lui ai dit écoute, il est à Duke University. J'ai un truc bizarre. On trouve qu'il y a plus de Klebsiella. Et je vous assure, c'est très étonnant. Il ne faut pas croire que c'est les plus vieux qui sont les plus aveugles. Hein. Moi, j'ai fait présenter ça par 3 internes, 3 années successives. À chaque fois, ils avaient les datas. Et ils disaient, je ne sais pas, c'est plus ancien ou à chaque fois, ils disaient, c'est pas vrai parce que c'est pas dans la littérature. D'accord? Chaque fois. Donc c'est très frappant. Hein. Quand on est formaté pour penser comme ce qui a déjà été dit, on prend moins de risques, c'est vrai, hein, en répétant ce que les gens ont dit avant qu'en disant, écoutez, non, c'est pas vrai. Donc, ce copain a dit, écoute, je suis très intéressé, j'ai regardé, j'ai toute la collection à Duke University, on a regardé, et puis on a mêlé, donc c'était Duke University, on a mêlé des gens à Taïwan, parce que c'est à Taïwan qui a, je ne sais pas pourquoi, qui a le plus de Klebsiella, et puis en Australie, où c'est l'inverse, parce que bien entendu, c'est sur l'autre hémisphère, et donc on a trouvé que partout c'était saisonnier en réalité, donc il y a plus de Klebsiella pendant les saisons chaudes, je ne sais pas pourquoi, hein. Enfin c'est comme ça. Donc si vous avez un outil neutre, bien entendu, vous apprenez à voir des choses auxquelles vous n'êtes pas inhibé. Vous regardez juste les courbes. Moi j'avais dit ça, alors je lui ai dit, écoutez, il faut avoir une veille neutre, en particulier la mortalité. En France, la veille neutre sur la mortalité, c'était long, et moi j'ai donné, pourtant aux États-Unis, on compte beaucoup de manière neutre, vous voyez, les morts, vous voyez, la maladie légionnaire, 76, c'est surmortalité, les hommes de plus de 50 ans, à Philadelphie, pendant 2 semaines. Il n'y a pas un médecin qui l'a vu, c'est de l'analyse biomathématique. Les médicaments, consommation de l'omidine, 3 cas de consommation de l'omidine, la pharmacosurveillance, découvre le sida. Prescription de l'omidine dans des circonstances qui ne sont pas naturelles. Et la détection d'événements normaux. En France, ça a été les réseaux qui ont été développés, les réseaux, les machins, etc. Donc la canicule, quand même, en 2003, moi je me rappelle, j'étais parti après la mission au ministère, c'était très mal vu parce que j'avais fait un certain nombre de propositions qui étaient à l'inverse de ce qu'ils pensaient. En particulier, on disait, vous arrivez à un malheur, vous ne comptez pas les morts. Et j'ai relis mon rapport en avril, et parfois l'année malicieuse, en août 2003, c'était la canicule. Et je me suis dit, je sais, le ministre de la Santé a téléphoné à la Direction Générale de la Santé, en août, et la Direction Générale de la Santé a dit, mais non, c'est pas vrai, c'est les journaux qui s'excitent. Il n'avait aucun chiffre. Donc, pour le ministre, vu sa carrière de ministre, au fait que la Direction Générale de la Santé, il n'avait aucun chiffre. Et à la fin, pour avoir les chiffres, vous savez, il y a eu la source majeure, ça a été la rupture de vente des cercueils. Les croque-morts n'avaient plus de cercueil à Paris. Vous savez, si jamais arrivé un truc comme ça, il n'y avait plus de stock de cercueils. Tout était liquide. C'est comme ça qu'on a compris l'ampleur du problème. C'était la seule chose qui était mesurable, c'est le stock de cercueils. Donc, si vous ne regardez pas, vous voyez jusqu'où l'aveuglement, vous ne mesurez pas, vous ne regardez pas, c'est terrible l'aveuglement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, pour se dédouaner, mais ça n'a pas marché le ballon, parce que personne n'a regardé, après c'était parti, il a regardé la mortalité, personne ne l'avait fait en France, il a regardé la mortalité sur 30 ans, regardez ce qui s'était passé.
Et alors, ce qui s'était passé, c'était en réalité le 3e épisode. Il y avait eu un épisode passé complètement inaperçu en 76, un épisode passé inaperçu, en partie, ici on l'avait vu parce qu'on a été très très touché ici, en 83. Et donc, quand vous regardez la courbe de mortalité en France, il y avait 3 énormes pics, 76, 83 et 2003, et des pics tous les ans en hiver, qui est la mortalité hivernale attribuée au virus qui circule pendant la saison. Ça, c'est simplement de l'aveuglement. On ne regarde pas, vous ne pouvez pas voir la chose. Et si vous essayez de voir, ce pays vous empêche de voir, parce que nous, par exemple, on veut travailler, nous on pense, j'ai une théorie stupide, mais je voudrais bien la vérifier, mais je pense que je vais y arriver d'ici un mois, je pense que H1N1 a sauvé des milliers de vies en France. Parce qu'il n'y a pas eu de grippe pendant l'hiver. Et parce qu'il n'y a pas eu de grippe pendant l'hiver, la surmortalité hivernale qu'on voit tous les ans, je pense, a été complètement gommée dans la région. Alors, je voudrais démontrer ça parce que c'est des chiffres très importants. La surmortalité hivernale, c'est 10 000 morts par an. Donc si c'est vrai que la grippe y joue un rôle, on doit pouvoir le mesurer, et donc on dira rétrospectivement H1N1 était le sauveur d'une année de vie vers la canicule, ce qui sera quand même un paradoxe extraordinaire et merveilleux. Donc j'essaie d'avoir les données, et bien pour avoir les données, je ne les ai toujours pas, pour avoir les données de 2009, vous voyez, eh bien ils m'ont envoyé une facture de 48 000 €, et je ne les ai toujours pas. Je les aurai le mois prochain. C'est extravagant. Donc comment voulez-vous surveiller, si vous voulez, si les données, les databases ne sont même pas mutualisées? Donc non seulement on ne regarde pas, on regarde plus ou moins, mais on empêche les autres de regarder. C'est assez extraordinaire. Mais si vous regardez vous, eh bien, vous trouvez une quantité de choses, en particulier celle-là qu'on va trouver. Et là, les bactériémies, je vous dis, c'est assez intéressant. Comme on a sur système de surveillance, je ne sais pas combien il y a de paramètres surveillés, 50, 100, 200, je ne sais plus, parce qu'on c'est une très bonne c'est une très bonne formation pour les étudiants, pour les remettre en perspective hiérarchiquement, parce que les étudiants en médecine, on leur apprend toute la pathologie, et donc ils n'arrivent pas à quantifier ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est fréquent, qu'est-ce qui n'est pas. Et donc, c'est bien, on leur dit, voilà, par exemple, on a toutes les semaines, je ne sais pas, 5 nouvelles hépatites B, 10 nouvelles hépatites C, 3 nouvelles hépatites E, ça leur donne une idée de la fréquence des choses. Et alors, ce qui était frappant, il a fallu un certain temps pour le voir, c'était la fréquence des bactériémies, des septicémies. Et puis, on a regardé ensuite la septicémie nosocomiale, acquise à l'hôpital. C'est très facile, c'est un truc de biomathématiques, vous ne demandez rien à personne. Vous regardez quand elle a été pris le sang, vous regardez quand elle est rentrée de malade, s'il y a plus de 72 heures, il est attrapé à l'hôpital. Il y a sûrement un peu de défaut dans le système, mais c'est à peu près vrai. Et après, on regarde, c'est facile, s'ils sont morts, s'ils ne sont pas morts, et on prend comme groupe ceux qui ont eu une hémoculture en même temps, comme groupe contrôle, et on regarde leur taux de mortalité. Si on est basé là-dessus, nous, on disait, voilà, basé là-dessus, il y a 12 000 morts par an en France. Et si on regardait les gens dont nous, on pensait qu'ils étaient attribués à la bactériémie, par rapport au système que nous déclarions, on n'est pas suspect, le système du CLIN, c'est le même que nous, mais on applique la législation pour faire une bactériémie dans notre théâtre, pour dire qu'une bactériémie nosocomiale, il faut que ce soit validé par le service dans lequel elle est censée avoir été acquise, par le responsable de celui qui est censé lutter contre ça, et que donc le tri qui est fait est raisonnablement sérieux, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% des bactériémies qui sont déclarées comme étant nosocomiales. Chez nous, il y avait eu une exception, c'est qu'on avait recruté une jeune infectiologue qui était très tridymique, qui était clariste, qui elle en déclarait 40%. Les autres sites en déclaraient 9%. Donc quand on a regardé ça, on a signalé au ministère ce problème, et les Lyonnais ont regardé les bases de données nationales, et eux sont pires que nous, ils pensent qu'il y a 24 000 morts par an dues aux bactéries nosocomiales que personne n'a vu. Et ils commencent à sortir des travaux. Aux États-Unis, il y a quelques sites qui surveillent ça, au Danemark, qui montrent qu'effectivement, on peut considérer que c'est entre la 6e et la 8e cause de mortalité en France, qui est entièrement négligée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de financement spécifique là-dessus, il n'y a pas de focalisation sur ce problème qui est un problème majeur et qui concerne vraiment directement la médecine. Et si vous regardez, donc, maintenant, moi, vous ne croyez ou vous ne croyez pas, moi je dis 12 000, les Lyonnais disent 24 000, et l'INVS, c'est le métier, ils disent quoi? Ça c'est leur dernier chiffre, 300. Je ne sais pas qui a raison, ça fait un sacré gap, hein, ça fait quand même une divergence. Vous voyez, donc en fonction de la manière dont vous observez, vous n'observez pas du tout les mêmes choses quand même. Hein. Parce que passer de 300 à 12 000, c'est quand même un sacré gap.
Observation de la transmission. Ça, c'est deux choses tout à fait extraordinaires.